Bonjour, bonjour, bonjour. Très bien, ça. Bon, j'espère que vous m'entendez. Je vais très, très bien. Je suis très content de vous retrouver et de recommencer après ces vacances un peu, comment dire, forcées. Précisez-moi juste si vous m'entendez bien. Oui, je pense que Johan, si tu me mets oui, ça veut dire que tu m'entends, que vous m'entendez. Voilà, Amaury, tu as raison, nickel Gisèle. Donc oui, je disais, je suis très content de revenir dans ce rythme parce que les vacances sont arrivées à un moment où on ne les attendait pas, puisque nous, on aurait dû être en vacances encore maintenant. Bon, on a encore cette semaine de distanciel et j'espère que qu'on rentre lundi, hein. J'espère. A priori, ça semble être bon. On a reçu un mail du proviseur ce matin qui nous parlait des bacs blancs en classe de première la semaine prochaine. Donc voilà. Donc normalement, c'est la dernière semaine où on fait. Enfin, je vais toujours continuer à faire le live pour le groupe qui n'est pas en classe si on rentre en demi-classe, mais en tout cas, qu'on fera toute la semaine comme ça. Oui, Luc, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Mais au pire, je dirais c'est en hybridation. On verra. Voilà. Mais dès que j'ai des nouvelles, je vous le dis. D'accord? Ben, je vous le dirai, Titouan. Dès que on se voit encore demain de 9 à 10, on se voit encore jeudi de 9 à 10. Et d'ici jeudi, je pense que j'aurai des nouvelles vraiment précises. Et donc, je vous dirai. Voilà. Alors, il y avait pour aujourd'hui à faire, enfin pour aujourd'hui, pour hier, le QCM sur le son. Donc, ce QCM sur le son, je ne sais pas si tout le monde me l'a envoyé. En tout cas, ceux qui ne l'ont pas envoyé, oui, Luc, Nathan, je les ai eus, Johan aussi. Donc, ceux qui ne me l'ont pas encore envoyé, vous me l'envoyez. Je pense que je le corrigerai quand on sera de nouveau au lycée. Et on a fait la semaine avant les vacances le chapitre sur la modélisation des transformations physiques. Oui, men, je l'ai eu, tiens. Modélisation des transformations physiques. Il y a le chapitre 9, la modélisation des... je ne peux pas vous dire qui c'est que j'ai pas... Je ferai le pointage tout à l'heure, ok, pour ceux que j'ai pas eu. Oui, Anas, toi je l'ai eu, Alicia aussi je l'ai eu, Jean je crois aussi. J'ai pas encore, j'attendais aujourd'hui pour pouvoir le faire. On n'avait pas fini le 7? Monsieur, les fini le 7. Attendez. Monsieur, les fini le 7. Regarde, attends. Chapitre 7. On a tout fini dans le 7. Ah, c'était peut-être le pare-brise. C'est ça? Moi, j'étais persuadé qu'on l'avait fini. Bon, on peut le faire. C'est pas la peine de le faire. Je veux pas passer trop de temps là-dessus non plus. On en a fait beaucoup. Pourquoi je veux pas passer trop de temps? Parce que j'aimerais aborder le maximum de sujets possibles et de chapitres possibles. D'accord? Donc, on a déjà fait beaucoup d'exercices sur le changement d'état dans le 7. Donc, voilà. C'est pour ça que je voulais passer au 10. Pourquoi je ne fais pas la modélisation des transformations chimiques? Vous vous rappelez qu'on a eu, qu'il y avait une stagiaire qui était venue vers le mois de février. Oui, c'est ça, à peu près vers le mois de février, qui était venue passer une semaine et qui va revenir à partir de la semaine prochaine, juste tout le mois de mai. Et donc, ce qui va se passer, c'est que comme elle fait des études de chimie, je vais lui laisser faire le chapitre sur la modélisation des transformations chimiques. Voilà. Voilà pourquoi. Alors, l'ordre des chapitres n'a pas d'importance, hein. Ils sont pas consécutifs. Donc là, je vais parler du nucléaire. Je pense que celui-là, je vais tranquillement le finir cette semaine. Et ensuite, on commencera soit sur les modélisations de transformation chimique, soit on passera sur le chapitre 15 qui constitue un chapitre sur la lumière. Voilà, pour que vous ayez un petit peu vu tout ce qu'il faut pour l'année prochaine.
Donc, voilà, après ce petit préambule qui était relativement long, on passe aux transformations nucléaires. Alors, je vais vous envoyer, ouais, aujourd'hui c'est le 10. Je vais vous envoyer, bonjour à ceux qui viennent d'arriver, un lien pour une vidéo justement sur les transformations nucléaires. Ces vidéos vont un petit peu au-delà de ce que vous devez strictement savoir cette année, c'est-à-dire c'est un petit peu compliqué, mais elle est relativement intéressante. Donc je vous envoie le lien tout à l'heure et vous tâcherez de la regarder pour demain, quoi. Oui, Jada, ça fait longtemps. Ah, j'ai vraiment hâte de vous retrouver au lycée parce que franchement, je commence à en avoir ras-le-bol de tout ça. Alors, nous parlons aujourd'hui de transformation nucléaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une transformation nucléaire? La transformation nucléaire, c'est quelque chose qui se fait tout seul. Alors, si je vous montre le plan du chapitre, on va commencer par parler d'isotopie, de radioactivité, de fission, de fusion, ce sont les transformations nucléaires. Et une fois qu'on aura vu ça, on verra l'énergie, un petit peu d'énergie nucléaire, et tout ça par l'intermédiaire de quelques exercices, et on passera au QCM. Donc, quel est l'historique de ces transformations nucléaires? En fait, l'origine de tout ça, c'est un savant français qui s'appelle Becquerel, qui, en 1896, il était dans son bureau, il a mis dans un tiroir des roches qu'il avait récupérées d'une promenade et qu'il voulait étudier. Et ces roches, il les avait mises dans un des tiroirs de son bureau. Au-dessus ou en dessous, je ne sais pas, enfin, à proximité de ces roches, il avait ce qu'on appelle des plaques photos. Donc à l'époque, 1896, c'est le début de la photographie. La photographie se faisait sur des plaques, et principalement des plaques de verre. Et donc on avait des plaques enduites d'une substance qui était sensible à la lumière, de manière à pouvoir faire une photo. Et il avait des plaques qui étaient stockées donc à l'abri de la lumière dans son tiroir. Et quand il a... Qu'est-ce que tu me dis, Nathan? À tout moment, c'était de l'uranium, ces roches. Alors, je ne sais pas si c'était de l'uranium. Toujours est-il que c'était une roche qui était stockée. Il prend son plaque photo pour faire des photos et il se rend compte qu'elles ont des petites, comme des petites piqûres, des petites taches sur ces plaques. Donc, il imagine que la plaque, elle est peut-être un peu vieille ou elle a été... oui, toi aussi, je l'ai reçu, Jean, ton DM. Et donc, il pensait que ces plaques étaient un petit peu vieilles. Et donc, il s'est dit, je vais en prendre une autre. Et il s'est rendu compte que toutes les plaques avaient exactement les mêmes symptômes, c'est-à-dire des petites plaques. D'accord? Comme des petites piqûres, des petites taches un petit peu partout sur toute la surface. Donc, comme ce n'était pas qu'une plaque, mais toutes les plaques, il a essayé de comprendre pourquoi. Donc, quand il a éliminé le fait que peut-être c'était un défaut de fabrication, il s'est dit que dans l'environnement de ces plaques, quelque chose provoquait ces petits points sur les plaques. Et après déduction, expérience, il s'est rendu compte que c'était les roches. Et donc, il s'est rendu compte que ces roches, donc c'est des cailloux, globalement ça se présentait comme des cailloux, c'était pas des trucs phosphorescents, des cailloux, que ces cailloux provoquaient sur ces plaques des petits points. Et donc, comme il a fallu expliquer la chose, il n'y avait pas de contact entre les deux. La roche devait non pas envoyer quelque chose, mais provoquer quelque chose. Et ce phénomène entre la roche et la plaque, il avait l'impression que c'était quelque chose comme une onde radio, puisqu'à l'époque, on connaissait la radio. Et donc, il a dit que les roches étaient radioactives. C'est-à-dire qu'elles envoyaient un signal, comme un signal radio, sur la plaque photo.
Donc ça, c'est en 1896. D'accord? Henri Becquerel, il découvre ça. À l'époque, personne, surtout pas lui, n'avait idée de ce qu'on allait faire de cette radioactivité et de toutes les études et de tout l'usage qu'on allait en faire, notamment aujourd'hui en termes de production d'énergie électrique, d'investigation médicale, avec la scintigraphie notamment. Donc, il s'est rendu compte qu'il y a des roches qui envoyaient un rayonnement. Par la suite, on a fait des quantités d'études et on s'est rendu compte qu'en fait, quand ces roches émettent un truc, la roche se transforme. C'est-à-dire, c'est pas comme un émetteur radio où vous avez une antenne qui émet des ondes, ou votre téléphone, quand vous envoyez des messages, l'antenne de votre téléphone envoie un certain nombre d'informations jusqu'au relais, jusqu'à la personne à qui vous voulez envoyer le message, mais votre téléphone n'est pas modifié. Vous allez consommer un peu de batterie, parce qu'il faut de l'énergie pour l'envoyer, mais le téléphone n'est pas modifié. Là, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que la roche n'était pas alimentée, il n'y avait pas un générateur, quelque chose qui donnait de l'énergie à la roche. Et donc, si elle envoyait quelque chose, il y a un principe en physique qui s'appelle il y a de nombreux principes dits de conservation. Et donc, on s'est rendu compte, pas lui, mais par la suite, que quand le rocher, les cailloux émettaient des trucs, le caillou se transformait. En même temps qu'il émettait, il se transformait. D'accord? Donc, tout ça, c'était en 1896. Pendant longtemps, la radioactivité était super moderne. Ça veut dire que on vous vendait des produits radioactifs. Ok, donc on vous disait, s'il y avait eu des influenceurs à l'époque, ils auraient posté sur TikTok, waouh, radioactivité, c'est trop fort, j'adore acheter comme moi le flacon de radioactivité radon. Vous allez voir, ça émet de la lumière pendant la nuit, ça va vous guérir de votre fatigue, ça va vous donner de l'énergie. Et donc, il y a eu toute une mode où la radioactivité était quelque chose de super, super à la mode. Ouais. Des verres radioactifs, de l'eau radioactive, tout ça, c'était waouh, c'était le Red Bull de l'époque, quoi. Hein, si vous voyez un peu le truc, on imaginait que c'était le Red Bull de l'époque. On vous disait, prenez de la radioactivité, ça va vous donner l'énergie, une énergie phénoménale. Et alors, il y a eu une première application, non pas vodka Red Bull, uranium Red Bull. Nathan, qu'est-ce que c'est que cette histoire vodka Red Bull? On ne boit de l'alcool que lorsqu'on est majeur. Non, rien à voir. Rien à voir avec les cartes graphiques qui s'appellent Radeon. C'est peut-être parce qu'ils ont transformé, mais à l'origine, non. Donc, le premier usage important, qui n'était pas un usage, on va dire, pseudo-médical, ceux qui fabriquaient des dentifrices au radium, etc., c'est arrivé pendant la Première Guerre mondiale, où une physicienne française qui s'appelait Marie Curie, qui a eu le prix Nobel, se baladait dans une espèce de petit camion, d'accord, à plusieurs roues. Et dans ce camion, elle faisait des radios aux rayons X pour les blessés de guerre et pour savoir quelles étaient leurs blessures et s'ils avaient des fractures. Et donc, 14-18, ça a été le premier usage de ces choses-là. C'est-à-dire que cette dame, qui, avec des infirmiers, des médecins, se promenait dans ces petites camionnettes, des espèces d'ambulances, qui allaient faire des radios à la chaîne, naturellement, elle a été exposée à des quantités phénoménales de rayons X. Et donc, elle est morte du principal problème que provoque la radioactivité, c'est-à-dire elle est morte d'un cancer. Parce qu'à l'époque, dans ces années-là, on ne voyait que le côté bénéfique de la radioactivité. Personne n'imaginait que c'était quelque chose de dangereux. Et donc, les gens qui travaillaient avec ne prenaient aucune précaution et ont reçu des doses de rayonnement très très importantes et sont morts très rapidement de ce qu'à l'époque on ne connaissait pas comme maladie, on disait une maladie de vieillesse, et en fait c'était tout simplement un cancer, malheureusement. Qu'est-ce que tu racontes toi, Tito? Je vais te censurer tes chats à toi là.
J'ai une troisième testicule qui pousse depuis que j'ai acheté mon caleçon radioactif. Non, mais je rêve. Bon, mais vous allez arrêter là. Parce que sinon, on va se faire un petit truc, c'est que je prends votre photo et je vous affiche sur la télé. Vous savez, quand on rentre au lycée ou sur le panneau d'affichage, en disant seconde I, 2 élèves ont 3 testicules et on met votre photo. OK? Et comme ça va. Là, vous allez vraiment être célèbre. Et vous allez pouvoir parler de la radioactivité et de l'intérêt de la radioactivité et des caleçons radioactifs. OK? Alors, redevenons sérieux. Trop bien. Nathan et Titouan, il faut pas me prendre avec ce jeu-là parce que moi, je vais les chercher, les clés du panneau et je vous affiche. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, il y a un certain nombre de choses à dire. Dans un premier temps, il faut qu'on définisse ce qu'on a déjà vu qui s'appelle l'isotopie. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus sur les 3 noyaux de carbone qu'on avait vu lorsqu'on avait fait composition du noyau, que sont le carbone 12,6, le carbone 13,6, le carbone 14,6. Pas cap. Aïe, 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 tu me connais pas, toi. Alors, 12,6, 13,6, 14,6. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Donc, vous vous rappelez, symbole, 2 chiffres. Le plus petit, c'est ici le nombre de protons, qu'on appelle grand Z. Le plus grand, c'est le nombre de nucléons. Nombre de nucléons, c'est-à-dire A. OK? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces 3 éléments-là ont 6 protons. Normal, ils appartiennent au même élément chimique, qui est l'élément carbone. Donc là, vous vous rappelez que c'est le nombre de protons grand Z qui définit l'élément. À partir du moment où l'élément est identique, le nombre de protons est le même. Qu'est-ce qui change? Il change le nombre de nucléons. Et comme le nombre de nucléons, c'est protons plus neutrons, si le nombre de protons est le même, ce qui change, c'est le nombre de neutrons. Donc là, ça veut dire qu'on a 6 neutrons, 7 neutrons, et ici 8 neutrons. Ces 3 éléments-là sont 3 isotopes du carbone. D'accord? Il y a un boost qui s'appelle Proton sur Rocket. Proton, oui. C'est-à-dire que dès que tu veux faire des trucs un peu comment dire, scientifico-chimiques, tu peux utiliser protons, neutrons, nucléons, radioactifs, etc. Oui, certainement. Donc, ça, c'est un rappel. Ici, on a 3 isotopes du carbone. D'accord? Alors, je vous ai mis ici, en dessous. Alors, je commente rapidement le texte là. Donc, certains isotopes peuvent se transformer spontanément en un autre noyau tout en émettant une particule et de l'énergie. Donc ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc tout seul. OK? Alors, je vais revenir dessus tout à l'heure. Lors d'une transformation, et ça c'est vraiment super fondamental, nucléaire, il y a conservation du nombre de charges et du nombre de masses. D'accord? Alors, maintenant, si vous regardez, voilà les 3 atomes de carbone. 6 protons pour les 3, 6 neutrons, 7 neutrons, 8 neutrons. Ça veut dire que ça, c'est le carbone 14, ça, c'est le carbone 13, ça, c'est le carbone 12. Naturellement, il y a les 3. Alors, vous voyez que le carbone 14, il est très majoritaire. Presque 99% du carbone que vous avez, c'est du carbone 12. Le carbone 13, il est relativement important aussi, 1,109%. Donc vous voyez que si vous faites la somme des deux, il y a quasiment 100%. Mais il y a un tout petit peu de carbone 14. C'est ce qui permet
et on le verra un petit peu plus tard, de dater. Par exemple, quand on vous dit des momies, on a trouvé une momie, et la momie, on sait que la personne était vivante ou est morte il y a 14 000 ans ou 7 500 ans. Cette datation se fait avec le carbone 14 parce que ce carbone-là est radioactif. Donc lui, il est radioactif, naturellement. Okay, et quand je dis qu'il est radioactif, ça veut dire qu'il va spontanément se transformer. Qu'est-ce que tu dis, Nathan? C'est quoi isotope masse? Où c'est qu'il y a marqué isotope? Ah, oui, c'est parce que c'est la masse en unité de masse atomique. C'est simplement pour dire que 1 U, c'est la masse d'un proton, si tu veux, d'une mole de proton. Voilà. Ben oui, la masse, elle change, puisqu'il y a un neutron de plus, il est plus lourd. Le carbone 13 est plus gros. Le noyau. Vous vous rappelez qu'on avait dit que protons et neutrons ont à peu près la même masse. Donc, quand on passe de 12 nucléons dans le noyau à 13 nucléons et à 14, bien sûr que la masse, elle augmente. OK? Donc, vous voyez que ces deux-là, on n'est pas loin de 100. Qu'est-ce qui reste là? Il reste un atome par trillion. Trillion, c'est le millier de milliards. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a très, très peu de carbone radioactif. Très, très peu. Mais suffisamment pour qu'on puisse s'en servir pour faire de la datation. Donc là, si je reprends les deux valeurs qui sont là, donc 98, 89 plus 1,109, ça fait ça. Pardon, j'éternue. Donc, vous voyez qu'on est quasiment à 100. Ça, quand vous avez un résultat comme ça qui est affiché par votre machine, vous dites 100%. C'est vrai, c'est vraiment proche de 100. La toute petite différence, c'est du carbone 14 radioactif. Alors, maintenant, ces atomes, ces deux-là, sont stables. Comment on le sait? Parce qu'on les a étudiés, les deux. Lui et lui, parfaitement stables. Lui, radioactif. Radioactif, c'est une autre manière de dire instable. D'accord? Là, de la même manière, l'homme n'y peut rien. On ne peut rien faire contre ça. On peut juste l'observer. Donc, carbone 14 est radioactif, alors que les deux autres sont stables. Maintenant, ceux qui sont radioactifs, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont radioactifs, ils vont libérer de la radioactivité. Alors, là, il y a, avant de rentrer dans les lois et le détail, il faut bien que vous compreniez une chose. C'est que, imaginez par exemple, je continue sur le carbone. Donc, je prends 1, 2, 3, 4 atomes de carbone 14. D'accord? J'ai 4 atomes. Donc, vous devinez que c'est tout petit, ça. Hein? Je sais qu'ils sont radioactifs. Donc, tous les carbones, au bout d'un certain temps, vont être décomposés, vont se désintégrer. Mais je ne sais pas lequel se décompose en premier et à quel moment il va se décomposer. C'est-à-dire que la radioactivité est un phénomène spontané, naturel, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de forcer, d'envoyer une décharge électrique, de faire exploser, de faire brûler, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Spontané, on ne sait pas quand ça arrive, donc nous, on n'y est pour rien. Et donc spontané, oui, spontané, naturel. Et oui, la dernière chose, aléatoire. Aléatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a aucune idée de savoir quel est le premier de ces atomes de carbone qui va se décomposer. Donc ça se résume par une phrase qui est assez célèbre quand on fait de la radioactivité, qui est de dire que un noyau radioactif meurt, ça veut dire se transforme, hein, d'accord, sans vieillir.
Donc, quand je dis meurt sans vieillir, ça veut dire qu'il y a des quantités d'éléments, notamment végétaux, pour lesquels vous avez une dégradation. Une cellule vieillit. On peut voir une cellule vieillie. Elle a des caractéristiques qui sont différentes. Dans le cas d'un noyau radioactif, ils ont tous exactement les mêmes caractéristiques et, sans qu'on sache pourquoi, il y en a un qui va se décomposer. Alors peut-être ça va être le premier, suivi du quatrième, ensuite le deuxième et ensuite le troisième. On ne sait pas. Le carbone 14, celui-là, le premier va peut-être se décomposer dans une demi-seconde ou dans 4 heures. Celui-là va se décomposer peut-être dans 35 minutes ou dans 2 jours. On n'en a aucune idée. Alors, vous allez me dire, oh là là, mais si on n'a aucune idée, comment on peut étudier ça? Ben voilà. Le problème qu'on a là, il est simple. J'ai fait un petit peu ça ce matin avec mes terminales. C'est exactement le cas du propriétaire d'un magasin. Okay, vous êtes propriétaire d'un magasin qui vend j'avais pris ce matin l'exemple de la sauce tomate, je peux reprendre la sauce tomate. Vous savez que tous les jours, vous vendez 50 pots de sauce tomate. D'accord? Qu'est-ce que tu me dis, Johan? Oui, 2 secondes, Attends. On ne va pas aller plus vite que la musique, allez à ma vitesse. Donc, vous êtes dans votre magasin et vous vendez 50 pots de sauce tomate par jour. D'accord? Donc, ça, vous le savez parce que ça fait quelques semaines que vous faites la statistique, 50 pots par jour. Vous avez 1000 clients. Donc, parmi ces 1000 clients, il y a des gens qui vont acheter 1 pot, 2 pots, 3 pots, etc., de manière à ce qu'à la fin de la journée, il y a 50 pots qui soient achetés. Quand vous êtes à l'entrée et que vous voyez passer le 258e client, est-ce que vous savez si c'est lui qui va acheter un pot de sauce tomate? Non. Aucune idée. Vous ne pouvez pas dire lequel des clients va acheter le pot de sauce tomate. Donc, ça veut dire que quand vous regardez l'atome en particulier, c'est du hasard. Donc, vous allez dire, tiens, vous allez acheter un pot de sauce tomate et le bonhomme va vous dire, ah, non. Bon, pas de chance. Alors, à contrario, vous allez dire à quelqu'un, vous achetez un pot de sauce tomate, il va dire oui. Exactement comme là, vous allez me dire, ah, ben, le premier à se désintégrer, c'est le deuxième. Et c'est effectivement le deuxième. Et on refait l'expérience et vous allez dire, c'est le troisième. Et c'est le premier. Donc là, c'est une question de hasard. C'est le côté aléatoire du truc. D'accord? Donc, si vous abordez la notion en regardant un client, vous êtes incapable de donner à coup sûr l'information si c'est lui qui achète la sauce tomate ou pas. Par contre, ce que vous êtes capable de dire, c'est que sur les 1000 clients, il y a 50 pots qui seront achetés. Et ça, pourquoi est-ce qu'on raisonne comme ça? Parce que quand on est incapable de déterminer ce que fait chacun, on va raisonner sur toute une population. Et là, par contre, les statistiques seront beaucoup plus simples. C'est-à-dire que, en moyenne, 50 boîtes par jour, il y a des jours où les gens vont acheter chacun une boîte, il y a des jours où il y en a un qui va acheter 10 boîtes, on ne sait pas. Mais on sait que, en moyenne, 50 boîtes achetées par jour. Pour les atomes, c'est exactement ça. C'est-à-dire que comme ce noyau radioactif, il meurt sans vieillir, quand on raisonne sur 1, 2, 3, 10 atomes ou noyaux, on ne sait pas ce qui se passe. Pour savoir ce qui se passe, il faut qu'on raisonne sur une très grosse population, c'est-à-dire 10 puissance, par exemple, 10 puissance 23 noyaux. Et si je vous dis 6, 10 puissance 23 noyaux, vous me dites ça fait quasiment une mole de noyaux. D'accord? Donc, si je prends une mole de carbone, ça fait 12 grammes. Donc, vous voyez que quand on dit on prend une grande population, si je prends 10 puissance 23 noyaux, ce qui est gigantesque, c'est 12 grammes. 12 grammes, ça tient sur le bout de ma première phalange. OK?
Donc, quand on fait de la radioactivité, on ne peut pas s'intéresser à un noyau. On est obligé de faire des relations statistiques sur une grosse population de noyaux. Et sur une grosse population de noyaux, on va pouvoir dire, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Johan, qu'au bout de tant de minutes, de secondes, d'heures ou de jours, la moitié se seront transformés. Lesquels? On ne sait pas. Mais on sait qu'au bout d'une journée, il y en a tant qui se seront transformés. Donc là aussi, même principe donc que pour la sauce tomate, on ne peut pas déterminer les choses précisément pour le noyau, on fait quelque chose de statistique. C'est un petit peu comme vous à la cantine, hein. Quand il y a des pâtes, par exemple, tu parlais de spaghetti bolognaise, le cuistot de la cantine du lycée, il ne sait pas exactement qui c'est qui va manger des pâtes, mais il sait que, allez, sur un service, il va servir 400 plats de pâtes quand il y a des pâtes, mais il ne sait pas qui les mange. Donc, on passe à une relation statistique. Donc, voilà les caractéristiques importantes de la radioactivité. Maintenant, cette radioactivité, on va tout de suite être beaucoup plus précis que ça. Il y a 3 processus. D'accord? 3 processus, ça veut dire qu'il y a 3 manières de faire de la radioactivité. Il y a une radioactivité qui s'appelle alpha. Pourquoi alpha? Parce que, je surligne, elle émet un noyau d'hélium qui s'appelle particule alpha. Donc ça veut dire qu'un atome se transforme spontanément, naturellement et aléatoirement en libérant un noyau d'hélium. Ça, c'est le noyau de départ. Ça, c'est la particule qui est libérée. Ça, c'est le noyau d'arrivée. Deuxième radioactivité, je change de couleur, c'est la bêta-. Donc, elle, c'est lorsqu'un noyau libère, donc émet un électron. Et la troisième radioactivité, c'est la bêta+, c'est quand le noyau émet non pas un électron, mais un électron avec la charge positive. Ça s'appelle un positron ou positon. Donc ça, ce sont 3 radioactivités avec libération d'une particule. D'accord? Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un petit quelque chose qui est émis. Quelque chose qui est émis. En plus de cette radioactivité avec émission d'une particule, vous avez émission d'un rayonnement. D'un rayonnement, c'est-à-dire globalement d'énergie. Le rayonnement, quand on fait de la physique, on le matérialise par un photon. Et donc, en plus de ces 3 radioactivités par libération d'une particule, vous avez une 4e radioactivité qui est souvent associée à l'une des 3, qui s'appelle l'émission d'un rayonnement gamma, c'est-à-dire d'un photon. Donc là, ce n'est pas une particule, mais c'est un rayonnement. Ça, et bêta+, hein, je peux mettre bêta+, ça, c'est une particule. Donc, soit une particule, soit un rayonnement. Dans la pratique, la plupart des émissions de particules se fait en plus avec l'émission d'un rayonnement. Donc, voilà sur le principe. Alors, je peux tout de suite vous montrer, par exemple, voilà, le style de choses qu'on va être amené à observer. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un noyau de départ. Le noyau de départ, qu'est-ce qu'il fait? Alors, on le fait exploser. Il est très capable d'exploser, de se casser en petits morceaux parce qu'il est assez instable. D'accord? Fissile, là, le fissile qui est là, veut dire instable. Donc, comme il est instable, on va un petit peu taper dessus. Et en tapant un petit peu dessus, avec un neutron par exemple, on va vite lui permettre de se casser. Il se casse en 2 morceaux. Alors là, vous comprenez bien que si je comptais exactement toutes les petites sphères, c'est-à-dire protons et neutrons, puisque ça c'est uniquement le noyau, on retrouve exactement la même quantité qu'il y a là, plus le neutron, ici. D'accord? C'est exactement la même chose. Ça veut dire, globalement, quand je fais le total de ça
ça doit être égal à ça. Il doit y avoir exactement le même nombre de neutrons et de protons. Il y a une conservation absolue qui s'appelle ici conservation aussi bien du nombre de nucléons que du nombre de protons. D'accord? Johan, arrête de poser des questions parce que sinon je ne vais pas y arriver. On en parlera après. Donc, première chose, ici, conservation, je l'écris, hein, conservation du nombre de nucléons et du nombre de protons. Donc, ça veut dire du nombre de protons et du nombre de neutrons, clairement. OK? Maintenant, vous avez libéré des choses. Alors, il se trouve que là, qu'est-ce qu'on libère? Ben, vous le voyez ici, on libère du rayonnement, gamma. D'accord? Et on libère des neutrons. Alors, les neutrons ne font pas partie de la radioactivité directement, puisque nous, la radioactivité, c'est noyau d'hélium, électron, positron. Donc, ça, c'est simplement une réaction qui s'appelle une réaction en chaîne, où un noyau de départ instable, on tape dessus, il se casse, il libère d'autres trucs qui vont taper sur d'autres noyaux comme celui-là, toujours aussi instable que celui-là, et donc qui eux-mêmes vont se casser. Et donc, vous voyez qu'à partir d'un système, on va pouvoir chaque fois en faire 2 ou 3. Et donc, un neutron qui tape sur un noyau, eh ben, on va se retrouver au bout de 4 ou 5 séquences avec 500, 1000, 10 000 noyaux qui vont être détruits. Ça s'appelle une réaction en chaîne. Et donc, comme tu l'as dit, Johan, c'est le principe d'une bombe. D'accord? C'est-à-dire que c'est une réaction infiniment rapide. Et surtout, c'est une bombe parce que ça libère, pour un noyau, beaucoup d'énergie. Donc, voilà le principe de ce qu'on va faire. Si maintenant je reviens sur mes réactions de base, d'accord? Je vous détaille, oui, c'est un peu ça. Après, la même réaction a lieu dans une centrale nucléaire. Hein. Donc, si vous comprenez bien, toute la finesse du truc et ce qui sépare une centrale nucléaire d'une bombe, c'est le fait qu'il y en a un qui tape dans un, et il faut qu'il y en ait encore un qui tape dans un. Donc, il faut absorber cela. Si on absorbe ces deux-là, c'est une réaction qui est linéaire et qui n'est pas en chaîne. Un qui tape là, il en libère un qui tape là, lui pareil, on absorbe celui-là et celui-là, il y en a un qui tape là, et donc c'est une réaction qui est parfaitement maîtrisée. Et à ce moment-là, ça devient une centrale nucléaire civile qui produit l'énergie. Donc après, toute la difficulté, ça va être l'absorption des neutrons pour éviter que la réaction en chaîne ait lieu. Et les neutrons, dans une centrale nucléaire, on les absorbe avec du graphite, avec des mines de crayon de papier, si vous voulez. D'accord ? Alors, je reviens à mes 3 radioactivités. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais quand même lire le truc. Un noyau peut spontanément se transformer selon 3 processus, alpha, bêta, moins, bêta plus. Alpha et bêta moins sont naturels, les isotopes sont dans la nature. Bêta plus est artificiel, les isotopes sont produits en laboratoire. Alors, pourquoi celle-là, la bêta plus, est artificielle? Parce que vous produisez un truc qui est pas hyper stable. C'est le positron. L'électron, il y en a partout. D'accord? Quand vous frottez quelque chose, un morceau de plastique avec de la laine, et que vous attirez des petits objets, vous déplacez, vous créez des ions. Donc, il y a des électrons qui se baladent. Le positron, il n'existe pas spontanément. C'est quelque chose qu'on doit créer. Et la particule alpha, elle existe elle aussi, hein, c'est un noyau d'hélium. Donc, des lois de conservation permettent d'établir le bilan. Et donc, je vais par exemple prendre le premier bilan. Donc, si je prends la radioactivité alpha, qu'est-ce qu'on dit? Donc, on dit que ça, c'est l'élément de départ qui a pour nombre de masse A et nombre de charge Z. Qu'est-ce qui devient? On émet un noyau d'hélium. L'hélium, c'est 4, 2. Plus autre chose. Donc, l'autre chose, je vais l'appeler Y. Alors, ça,
Ça s'appelle le noyau pair. C'est comme ça qu'on appelle quand on fait de la radioactivité. Ça, c'est le noyau fils. D'accord? Si ça, c'est spontané, vous comprenez bien que si la réaction est spontanée, le noyau fils, il est plus stable que le noyau pair, qui lui est moins stable. Parce que si le noyau pair était plus stable, ben, il resterait sous forme de noyau pair. Comme il est instable, ben, il va se transformer spontanément en noyau fils plus la particule alpha, c'est-à-dire le noyau d'hélium. Oui, la plupart libèrent des rayonnements gamma. Attends, la plupart. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai là? Ben, j'ai deux lois de conservation. Ça veut dire que le truc qui est ici, plus 4, ça doit faire A. C'est-à-dire que au cours de la transformation, au cours de, alors je vais dire la réaction radioactive, au cours de la réaction radioactive, grand A se conserve et grand Z se conserve. Voilà les deux lois de conservation. Donc ça veut dire quoi? A est égal à 4 plus, ben plus A moins 4. Z est égal à 2 plus Z moins 2. D'accord? Donc pour être sûr que tout le monde comprenne, regardez, Z moins 2 plus 2, ça fait Z. A moins 4 plus 4, ça fait A. D'accord? Donc là, j'ai écrit les deux lois de conservation du nombre de masse, du nombre de charges, le noyau pair devenant le noyau fils par une radioactivité alpha. Quel est l'exemple qu'on a? On a par exemple le polonium 213-84. Donc si je vous dis que ça c'est une radioactivité alpha, sans regarder ce qui est marqué là, vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, bah, ça veut dire qu'on va former HE. 4,2. Qu'est-ce qui reste? Alors, le symbole de ce qui reste, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc, je vais juste calculer. Là, je vais avoir combien? 213 moins 4. D'accord? A moins 4. 213 moins 4. 209. Ça, c'est le nombre de nucléons. Ce n'est pas ça qui va me donner le symbole. En dessous, 84 égale 2 plus 82. Et si vous vous rappelez le cours, c'est le nombre de protons qui va déterminer l'élément chimique. Et pour connaître l'élément chimique, il faut que je prenne une classification périodique et que je regarde qu'est-ce qui correspond à 82. Alors, je prends la classification, la voilà, et je cherche 82. Alors, 82, c'est du plomb. Donc, ça veut dire que le symbole que je vais mettre là, c'est du plomb. D'accord? Non, ce n'est pas du UUO. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est là que ce genre de réaction-là a fait rêver tous les chimistes et les magiciens au Moyen-Âge, où, donc là, on transforme du polonium en plomb. OK? Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Hein? D'accord? Donc, on a vraiment transformé la matière. Mais elle ne s'est pas transformée de manière magique parce qu'il y a quelque chose qui a été émis. Alors, bien sûr, la particule alpha, on ne la voit pas. On imagine qu'on a le polonium de départ, on récupère du plomb. Si on ne l'a pas vu partir, lui, on va dire « Waouh, incroyable, on a fabriqué du plomb à partir du polonium. » Et la plupart, enfin, vous avez certainement tous entendu l'histoire qui disait qu'il y avait un truc qui s'appelait la pierre philosophale qui était censé transformer le plomb en or. D'accord? Alors, je ne sais pas la pierre philosophale de qui, de oui, je ne sais pas qui c'est ça, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui imaginaient pouvoir faire ce genre de truc. Alors, au tout début, on disait, mais c'est n'importe quoi, on ne peut pas transformer du plomb en or. Ben si, on pourrait transformer du plomb en or. D'accord? Le seul problème, c'est que on raisonne sur un noyau,
Et malheureusement, le plomb est un élément stable. Donc, c'est quelque chose qui arrive lorsque tout s'est désintégré au fur et à mesure de désintégration successive. Le truc le plus stable, c'est le plomb. Donc, le plomb, lui, ne va pas bouger. D'accord? Non, mais Théo, l'histoire du UO, c'est pas fait comme ça. C'est pas par des désintégrations radioactives. Parce qu'il y a des éléments qui sont pas radioactifs dans la classification, là. D'accord? C'est simplement que on a bombardé, on a créé un assemblage de neutrons et de protons, et si le noyau est resté stable pendant un certain temps, on a dit, on en a créé. Mais c'est pas du tout, on n'a pas pris quelque chose de plus gros qu'on a fait se casser pour obtenir ton UO. Au contraire, le UO étant le plus gros qu'on ait jamais fabriqué, on a au contraire essayé de projeter des petits éléments les uns avec les autres pour que on obtienne un noyau qui soit gros. Alors, donc là, vous voyez que on passe de... Alors, si je prends le plomb c'est du 84. Regardez, je vais... Donc quoi, du coup, en gros, c'est inutile ce qu'ils font. Je comprends pas ta question, Nathan. Ça veut dire quoi, ce qu'ils font? L'objectif des gens qui font des travaux pour fabriquer le UO et le machin, c'est pas d'obtenir de l'or. Hein. Ils en ont rien à secouer. Hein. Parce que les travaux de recherche pour fabriquer les éléments qu'on trouve ici coûtent beaucoup plus cher que le gramme d'or. Il ferait mieux d'aller dans une mine quelque part. Hein. Non, parce que la fabrication de tous ces éléments nouveaux, c'est de comprendre les règles de stabilité dans le noyau. C'est ça le truc. Et de toute façon, ils en font tellement peu que, je répète, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher que tous les éléments de la classification que l'on peut extraire du sol, quelque part, dans le monde. Donc, si je reprends, donc j'ai dit le plomb, où c'est qu'il est, Mr. Plomb, 207, bon, on va reprendre le 209, hein. Et l'or, lui, c'est un 197,79. Voilà. Donc, ça veut dire que si on veut faire du plomb en or, il va falloir qu'on transforme, que ça passe de 84 à 79, donc il faut qu'on perde 5 neutrons, et de 209 à 197, donc il faut qu'on perde 12 neutrons. D'accord? 5 protons et 12 neutrons. Dans l'absolu, ça pourrait être possible. Le seul problème, c'est que c'est pas parce que je l'écris que ça va avoir lieu. Ça se fait pas naturellement parce que le plomb est stable. Donc lui, il va pas bouger. Il n'a aucune envie de bouger. Et donc, autant tout à l'heure, on a dit le noyau père est moins stable et se transforme en noyau fils plus stable. Là, on a déjà quelque chose qui est stable. Donc, la réaction n'a pas lieu. Je continue avec la bêta-. Je vais faire la bêta- parce que bêta plus peut-être pas, mais au moins la bêta-. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la bêta-? On vous dit que vous prenez un élément, AZ, toujours pareil, spontanément. Donc, ce qui se déroule est spontané. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un électron. Alors, l'électron, on ne l'avait pas écrit. Si on fait péter une bombe nucléaire, il reste du... Non, non, non. Alors, après, il y a autre chose. Il y a autre chose dans ce que tu dis, Nathan. C'est qu'effectivement, on va avoir ça, mais ça peut mettre du temps à se dérouler. Et c'est ce que disait Johan tout à l'heure, c'est ce qu'on va appeler la demi-vie. Ça veut dire que sur un échantillon donné, la moitié des atomes vont se désintégrer en 200 000 ans, 500 000 ans, 600 000 ans, 1 milliard d'années. Donc ça veut dire que tous les éléments radioactifs que tu as produits dans l'explosion restent radioactifs, et tu sais que la moitié de tous ces éléments radioactifs auront disparu et se sont transformés en une durée qui s'appelle la demi-vie. Pour l'uranium, je crois que c'est 4 milliards d'années. Donc ça veut dire que la moitié des noyaux ont disparu 4 milliards d'années après. Et si tu vas encore 4 milliards d'années, la moitié de la moitié, c'est-à-dire le quart, a disparu. Ce qui veut dire qu'au bout de 8 milliards d'années, il reste un quart des noyaux. D'accord? Parce qu'il y a cette notion du fait que cette décomposition, elle est statistique, mais elle a lieu pendant une certaine durée. Et cette durée pendant laquelle cette demi-vie dépend de l'atome. Ils ne se désintègrent pas tous à la même vitesse. Donc, si je reprends
je vais le faire en noir, mon électron. Est-ce que mon électron, quand on le représente, il a un nombre de masse? Non, pas de nombre de masse. Et là, alors, c'est pas, je ne vais pas mettre plus 1 parce qu'il n'a pas la charge du proton, je vais mettre moins 1. Donc, quelque chose qui est 0, moins 1, c'est un électron. D'accord? Qu'est-ce qui me reste? Ben, comme tout à l'heure, il va me rester le noyau fils avec A qui est égal à 0 plus A. Donc, le nombre de masses ne change pas. Là, je vais avoir Z qui doit être égal à moins 1 plus. Alors là, il faut faire attention, comme il y a un moins 1, ici, on va avoir Z plus 1. Donc, comme dans le cas de la radioactivité alpha, pardon, le noyau père se désintègre en noyau fils. Donc, le père, il est là. Le fils, il est là. Toujours pareil. Celui-là, plus stable. Et celui-là, moins stable. D'accord? Qu'est-ce que tu dis, toi? Après, ceux qui ont survécu, ils ont une voix... Non, après, ceux qui ont survécu, ils n'ont pas une voix de meuf. Ils ont le cancer. D'accord? Et toi, Johan, tu me dis, même si c'est la moitié, puisque c'est la moitié, il y a pourtant des atomes qui ont une demi. Ben oui, ben, tu as des éléments qui ont des demi-vies de l'ordre de 10-6 secondes. Donc, toutes les 10-6 secondes, tu as la quantité qui est divisée par 2. Alors, bien sûr, on va arriver au cas où il en reste 1. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible quand un atome, au bout de la demi-vie, la moitié disparaît? Ben non, c'est qu'il disparaît lui-même. Hein. D'accord? Et après, le problème de la demi-vie, c'est que là, vous êtes en train de mettre le doigt sur toutes les notions complexes qu'il y a quand on fait de la radioactivité. Donc, il y a le type de désintégration, le temps de demi-vie et le fait que les rayonnements, donc ceux-là, on peut les arrêter avec le rayonnement alpha, il est arrêté par une feuille de papier, par exemple. C'est-à-dire que ce noyau d'hélium est tellement gros que quand on met une feuille de papier, ça s'arrête. Le bêta plus et le bêta moins, une feuille de papier aluminium s'arrête, arrête le rayonnement. Donc, en toute rigueur, vous vous enroulez dans une feuille de papier aluminium, vous êtes protégé de alpha, bêta plus, bêta moins. Par contre, le gamma de tout à l'heure, lui, là. Celui-là, selon sa longueur d'onde, il faudra plusieurs centimètres de plomb pour l'arrêter. Et que si vous n'avez pas suffisamment de centimètres de plomb, il ne sera pas arrêté. Et donc, il va provoquer des cancers. Donc, il y a aussi ça qui compte. D'accord? Comment il fait pour changer... vous posez trop de questions, j'ai même plus le temps de répondre. Comment il fait pour changer s'il perd juste des électrons? Non, c'est pas ça. C'est justement ça le truc. Donc Nathan, quand tu me dis il perd des électrons, si on lit ta phrase, on a tendance à dire tiens, mais on fait des ions. On perd des électrons, on fait un ion. Mais non, le nuage électronique ne change pas. On ne parle que du noyau. Donc là, il se trouve que ton noyau va libérer des électrons. Ton noyau, pas le nuage électronique. Et c'est en ça que il faut faire. Depuis le début, je ne parle pas des électrons. J'en ai un petit peu parlé au début pour définir les nombres de masse et nombres de charge. On ne parle que du noyau. Donc c'est le noyau qui, en se transformant, j'ai bien mis noyau à chaque fois, libère ici un électron. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que le nuage électronique perd un électron pour devenir un ion. C'est pas du tout ça. Eh ben oui, on est d'accord. Il n'y a pas d'électrons dans le noyau. Et ils n'y sont pas dans le noyau. Ils apparaissent simplement lorsque le noyau se transforme par radioactivité. D'accord? Ce n'est pas nous qui les faisons apparaître ou qui les mettons dedans. C'est qu'on se rend compte que lors de la radioactivité, qui est donc un processus naturel que l'homme ne contrôle pas, on ne fait que l'observer, dans ce phénomène-là, il y a des fois où le noyau libère un électron. Donc le début de ta phrase, c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible. Alors, c'est pas possible d'avoir des électrons dans le noyau, mais ils n'y sont pas dans le noyau. Ils sont émis par le noyau. Donc là, ça vous permet aussi, sur ce petit chapitre, de comprendre que la physique est un petit peu plus complexe que quelques petites lois toutes simples. D'accord? Parce que
quand on fait de la radioactivité ou de transformation nucléaire, le terme nucléaire signifie noyau. Donc, de toute façon, c'est les électrons qui sont autour, on n'en a plus rien à faire. On n'est pas en train de faire des ions, là. Il n'y a plus d'électrons autour. On ne parle que des noyaux. Et donc, on regarde le bilan sur le noyau. Alors, si je prends l'exemple avec la radioactivité β-, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je vais pareil, hein, je vais mettre le truc dessus qu'on ne voit pas. On part du. Alors, on vous dit, voilà, le plomb, lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, le plomb, 209, c'était 82, pourquoi j'ai mis 84? 209, 82, se transforme en. Alors, se transforme, libère un électron, donc 0 moins 1. Et bien, pourquoi le Z plus 1? Parce qu'il faut que ça plus ça fasse ça. Ça égale ça plus ça. Et ça, c'est égal à ça plus ça. Moins 1 plus Z plus 1, ça fait Z. D'accord? Donc, le plomb, qu'est-ce qu'il fait le plomb? Alors, le plomb, il est relativement stable, mais dans certains cas, que je ne connais pas particulièrement parce que je ne suis pas un grand spécialiste en physique nucléaire, il peut provoquer, il peut libérer un électron. Je parle bien du noyau de plomb. Si le noyau de plomb libère un électron, quel est l'élément qu'on obtient? Alors, le nombre de masses ne change pas, c'est 209. 209 égale 0 plus 209. Là, il faut que je trouve un nombre auquel je soustrais 1 qui donne 82. Donc, vous avez compris qu'ici, c'est 83. Et 83, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement, comme tu le dis, Luc, le bismuth. Donc ça, c'est aussi une équation de désintégration qui obéit à ces deux lois. Ça, c'est vraiment ce truc-là, c'est super important. C'est les deux lois de conservation, nombre de masse, nombre de charge. D'accord? Pareil pour la β+, je ne vais pas détailler la β+, parce que ce n'est pas une radioactivité qui est naturelle. Donc voilà, j'ai fait les autres. Là, si c'est la β+, là, vous avez plus 1 et là, vous avez moins 1. C'est tout. D'accord? Donc, voilà pour les équations de conservation radioactive. Maintenant, alors je vais juste dire 2-3 choses, notamment ici sur cette réaction en chaîne. Donc la réaction en chaîne, vous le remarquez, les noyaux dont on parle sont des noyaux qui sont 235 nucléons, qui sont très gros. Donc la fission concerne les noyaux très gros. Hop. Contrairement, donc fission, noyau très gros. Contrairement à la deuxième chose qu'on verra demain, qui s'appelle la fusion, qui, elle, concerne des noyaux légers. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la fission? Donc, ce noyau lourd est séparé en deux sous l'action d'un neutron. C'est-à-dire, en clair, vous envoyez un petit truc dessus et pouf, il se casse en morceaux. Et naturellement, il se casse en morceaux avec de l'énergie. D'accord? Et donc, c'est cette énergie-là qui se traduit par de la chaleur qu'on récupère dans une centrale nucléaire pour faire chauffer de l'eau qui devient de la vapeur et qui fait tourner une turbine. Alors, c'est ce qui se trouve noté ici. Lors de cette réaction, de l'énergie est libérée sous forme de rayonnement et elle est exploitée pour produire de l'électricité. Quel est le bilan? Alors, le bilan, le voilà. On vous dit que, je vais juste écrire, ouais, allez, on va le faire ici.
Je vais écrire le bilan et on va voir comment on peut le comprendre, ce bilan. Donc, on vous dit quoi? On vous dit que de l'uranium 235, 92, réagit avec un neutron. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un neutron? Un neutron, il n'a pas de protons. Par contre, il y a un nucléon. Donc, on l'écrit 1N0. OK? Qu'est-ce que ça donne? Alors, on vous dit que ça donne SR, c'est du strontium, plus du xénon, gaz rare. Donc ça, c'est 2 noyaux. Un noyau père, 2 noyaux fils. Un noyau père et 2 noyaux fils. Plus, alors ça, je vais vous le dire, plus 3 neutrons. Voilà pourquoi ça peut être une réaction en chaîne. Parce que quand il y a un atome d'uranium qui pète, avec un neutron, il produit 3 neutrons. Donc chacun des neutrons peut aller faire péter un autre noyau d'uranium, qui va lui aussi faire péter 3 autres, qui lui aussi va faire péter 3 autres, etc., etc., etc. Et donc, si vous ne maîtrisez pas ça, le nombre de neutrons va vite devenir énorme, gigantesque, et la réaction devient incontrôlable. Et donc, c'est une explosion nucléaire. Si maintenant je continue sur le nombre de masses et le nombre de charges, on vous dit que le strontium, il a 38 protons, alors que le xénon en a 54. Qu'est-ce qu'il faut qu'on vérifie? Il faut qu'on vérifie que, faire en noir, que 92 plus 0 égale 38 plus 54 plus 3 fois 0. Est-ce que ça marche? Ça marche. Donc, on a bien 92 égale 92. Donc, pour grand Z, c'est OK. Maintenant, pour le nombre de nucléons, on vous dit que pour le strontium, il y en a 94 et pour le xénon, 139. Donc là, qu'est-ce qu'il faut qu'on vérifie? Ben, il faut qu'on vérifie pour grand A que 235 plus 1 égale 94 plus 139 plus 3 fois 1. Alors, 3 plus 139 égale plus 94 égale 236. Conclusion, 236 égale 236. Notre loi de conservation est bien vérifiée. Voilà. Donc voilà pour le principe de cette fission nucléaire. Fission qui veut dire rupture ou destruction de gros noyaux par bombardement neutronique. OK? Alors, dites-moi, ça va? Ça a été? Vous avez compris? Oui, non? Alors, j'attends vos commentaires. Ok, ça roule. Parfait. Bon, ben écoutez, vous avez SVT là, hein, me semble-t-il. C'est bien ça? Donc, je vous envoie le lien pour la vidéo et on se retrouve donc demain. Demain, c'est mercredi et là, on va le faire sur les heures de cours. Hein. Donc, on va dire 9h, 10h. Et jeudi, pareil. Ça roule? Donc, je vous envoie le lien sur la physique nucléaire. Je vais peut-être voir si je ne trouve pas un lien sur, par exemple, l'accident de Tchernobyl, puisque c'est justement le cas d'une fission qui n'a plus du tout été contrôlée. Et donc, boum, c'est parti en live. Et on en parle demain matin. Voilà. Ben, écoutez, passez une bonne fin de journée. Oui, il y a une série aussi sur Tchernobyl. Non, mais moi, c'est plutôt le côté scientifique que je vais vous envoyer, Luc. D'accord? Donc, bonne SVT, je vous laisse souffler et aller boire un coup et vous partez pour 1h30 ou 1 heure de SVT. Ouf.
Je sais pas qui c'est, Washi, qui me dit que son papy est mort de Tchernobyl. Oups, oups, oups. En tout cas, bonne fin de journée à tous. Au revoir, au revoir.